Après avoir cuisiné tout seul un dîner complet de Thanksgiving, on m'a dit de manger dans le garage parce que la vraie famille mange à table. Ma femme a fermé la porte derrière moi sans un mot. Je me suis assis sur une caisse de lait, mangeant de la purée de pommes de terre froide. Quand je me suis levé pour partir, ma voiture avait disparu. Mon beau-frère l'avait prise. J'ai donc marché 12 miles, environ 19 km, pour rentrer chez moi. Et puis, je suis Alan. J'ai 43 ans, je vis dans l'Iowa et je travaille comme agent d'entretien pour le district scolaire local. Ce n'est pas glamour, mais c'est stable. Je n'ai pas de voiture de luxe, je ne porte pas de vêtements chers et je ne pars pas en vacances. Je travaille, je m'occupe de la maison et j'évite les ennuis. Avant, ça suffisait. Je suis marié à René depuis 11 ans. C'est le genre de personne qui veut que tout paraisse parfait, cheveux toujours coiffés, ongles parfaits, maison impeccable quand des invités viennent. Mais derrière les portes closes, elle ne fait pas grand-chose. C'est moi qui fais les courses, la cuisine, les réparations dans la maison, et chaque Thanksgiving, j'aidais toujours jusqu'à l'année dernière, où j'ai tout fait seul. Soyons clairs, j'ai préparé ce dîner de A à Z. J'ai passé 2 jours entiers à cuisiner. Je me suis levé tôt le mercredi, j'ai saumuré la dinde, préparé mes pâtes à tarte et haché les légumes. Le jeudi matin, j'étais debout à 6 heures pour tout préparer. Renée était introuvable. Elle a dit qu'elle avait une migraine et avait besoin de se reposer. Puis je l'ai entendu rire au téléphone avec sa sœur dans la chambre. Toute sa famille venait, ses parents, ses 2 sœurs, Monica et Élise, leur mari, et tous leurs enfants. Ça faisait 12 personnes, sans compter René ni moi. J'ai cuisiné pour 14 personnes, 14, seul. Ils ont commencé à arriver vers 13 heures. J'étais encore en train de découper la dinde quand ils ont débarqué. Monica a posé son manteau sur le comptoir de la cuisine où j'avais ma planche à découper. Elle a dit, « Ouah, tu es encore en train. On meurt de faim dehors. » Même pas une blague. Aucune offre d'aide. Aucun merci. J'ai tout apporté dans la salle à manger. La table était mise, René s'en était apparemment occupé. Tout était décoré comme dans un magazine, bougies, marque-place, serviettes en lin. Ils étaient déjà tous assis, parlant, riant. Je suis resté là, tenant un plateau de petits pains, attendant que quelqu'un me remarque. Ils ont applaudi comme si j'étais un employé engagé, comme si je ne faisais même pas partie de la famille. J'ai posé la nourriture, suis retourné à la cuisine, me suis pris une assiette et suis revenu. J'ai tiré la chaise vide au coin de la table, et Renée a levé les yeux avec ce petit sourire hypocrite. « Oh » a-t-elle dit, comme si elle venait de se souvenir de quelque chose. « On t'a installé dans le garage. On s'est dit que tu voudrais te détendre. » Au début, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Je suis resté là, tenant mon assiette. Puis sa sœur Élise a ajouté, « Oui, on pensait que tu voudrais faire une pause. Laisse-nous profiter de notre moment en famille. » Todd, le mari de Monica, a ri et a dit, « Ouais, mec, la vraie famille mange à table. » J'ai regardé autour de moi. Personne n'a rien dit pour me défendre. René a juste hoché la tête et montré la porte du garage. J'ai cru que c'était peut-être une blague. J'ai ouvert la porte. Non. Elle avait vraiment dégagé un espace dans le garage, une table pliante, une caisse de lait, une serviette en papier. Elle a fermé la porte derrière moi sans un mot. Je me suis assis sur cette caisse dans un garage glacial. La nourriture refroidissait déjà, la purée de pommes de terre avait un goût de pâte, et la dinde était sèche quand j'y ai goûté. Et tout ce que j'entendais à travers la porte, c'était leur rire et leur conversation, comme si je n'existais même pas. J'ai fixé le mur pendant environ 20 minutes, essayant de ne pas craquer. Puis je me suis levé, j'ai pris ma veste et j'ai décidé de partir. J'avais besoin d'air. J'allais conduire jusqu'à mon ancien appartement, celui que je gardais encore parce que je le louais à un ami pour pas cher, juste un petit plan de secours que je n'aurais jamais pensé utiliser. Mais quand je suis sorti, ma voiture avait disparu. Disparu. Au début, j'ai paniqué. J'ai cru qu'on me l'avait volée. Puis mon voisin, le vieux Dan d'en face, est sorti pour sortir ses poubelles et m'a interpellé, et, Alan, je croyais que tu avais un chauffeur désigné aujourd'hui. J'ai vu Todd conduire ta voiture comme un dingue il y a 1 heure. Je ne l'ai pas cru. J'ai appelé Renée depuis l'allée. Elle n'a pas décroché. J'ai envoyé un texto, où est ma voiture? Elle a répondu, détends-toi.
J'ai dit à Todd qu'il pouvait l'emprunter. Il devait aller chercher quelque chose pour les enfants. C'était la goutte d'eau. Il a pris ma voiture, sans demander, sans prévenir, il l'a juste prise. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé à la porte. J'ai juste fait demi-tour et je suis parti. 12 miles m'ont pris 3 heures. Pendant tout ce temps, mon téléphone vibrait, René demandant où j'étais, disant que je faisais une scène, que je gâchais Thanksgiving. Quand je suis enfin arrivé à mon ancien appartement, je n'ai pas répondu. J'ai fermé la porte, éteint les lumières et je suis resté assis en silence. Puis j'ai bloqué son numéro. Cette nuit-là, j'étais allongé dans mon lit, pensant à toutes les petites choses que j'avais ignorées au fil des ans, la façon dont elle levait toujours les yeux au ciel quand je parlais de mon travail, la façon dont sa famille plaisantait sur le fait que j'étais un homme à tout faire, comme si je n'étais pas assez bien, la façon dont elle les laissait me marcher dessus, comment je continuais à tout faire, espérant qu'un jour elle me défendrait. Elle ne l'a jamais fait. Mais c'en est fini d'être le type silencieux qui maintient la paix. J'ai commencé à planifier cette nuit-là. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, je suis resté allongé, fixant le plafond de mon ancien appartement. L'endroit sentait la poussière et la peinture, et le chauffage cliquetait comme toujours, mais c'était mieux que d'être dans cette maison avec elle. Le lendemain matin, je suis allé travailler comme si de rien n'était, j'ai mis mon uniforme, porté ma boîte à outils, réparé un tuyau cassé dans le bâtiment des sciences. Je n'ai parlé à personne de ce qui s'était passé. Je n'ai pas répondu aux messages de René, même si je les voyais s'accumuler dans la barre de notifications. À la fin de la journée, elle avait laissé 6 messages vocaux. Ils ont commencé par une fausse douceur, « Salut chérie, on peut parler ?» Je crois qu'il y a eu un malentendu. Puis est venue la culpabilisation, « Je ne sais pas pourquoi tu agis comme ça. Mes parents sont très contrariés. Tu m'as embarrassé. » Puis la colère, « Je ne sais pas où tu es, mais si tu crois que tu vas faire cette disparition et me faire passer pour la méchante. » C'est celui-là que j'ai écouté 2 fois. J'ai laissé passer 2 jours sans répondre. Le 3e jour, elle s'est pointée à mon travail, est entrée directement dans le bureau de l'administration de l'école comme si l'endroit lui appartenait, exigeant de me voir. Elle a fait une scène. Je l'entendais au bout du couloir, crier sur la réceptionniste. Je suis sorti et lui ai dit qu'on pouvait parler dehors. Elle s'est mise à pleurer dès que nous sommes arrivés sur le parking. « Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, » dit-elle, la voix tremblante. C'était juste Thanksgiving. Tu montes ça en épingle. Je lui ai demandé, « As-tu pensé à moi, ne serait-ce qu'une peu, ce jour-là ?» Elle a cligné des yeux. Bien sûr que si. C'est pour ça qu'on t'a laissé de la place dans le garage. Tu travaillais si dur. Non, ai-je dit. Tu m'as laissé de la place pour ne pas avoir à me regarder. Tu ne voulais pas que ta famille me voie à table. Ça l'a fait taire. Elle a croisé les bras. Tu es paranoïaque. Je suis utilisé, lui ai-je dit. Tu m'as fait cuisiner tout le repas et ensuite tu m'as jeté dehors comme un déchet. Puis elle a dit la chose qui a finalement brûlé tous les ponts entre nous. Elle a marmonné, eh bien, tu te comportes un peu comme un domestique parfois. Je n'ai pas crié. J'ai juste hoché la tête. C'était tout. J'ai fait demi-tour et suis rentré dans le bâtiment. Elle m'a hurlé dessus à travers le parking, m'a traité de pathétique, a dit que je surréagissais, et que je regretterais d'être parti. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Cette nuit-là, j'ai commencé à rassembler des documents. C'était moi qui payais l'hypothèque. Elle était sur le titre de propriété, mais j'avais les preuves écrites. J'ai imprimé les relevés bancaires, sorti les reçus, appelé un avocat qu'un de mes amis m'avait recommandé, un type discret, mais vif d'esprit. Je lui ai tout raconté. Il a dit, « Voulez-vous vous en sortir, ou voulez-vous d'abord la faire souffrir ?» J'ai dit, les deux. Au cours du mois suivant, j'ai commencé à déplacer de l'argent, rien d'illégal, juste intelligemment. J'ai arrêté de verser mon salaire sur le compte joint et j'en ai ouvert un nouveau à mon nom uniquement. J'ai annulé la carte de crédit que nous partagions, mon nom était le titulaire principal, le sien était le secondaire. J'ai laissé juste assez sur notre compte pour couvrir les factures. J'ai changé les mots de passe de nos comptes de streaming. Elle m'a envoyé un texto demandant pourquoi Netflix lui demandait de se connecter. Je l'ai ignoré. Puis j'ai appelé mon propriétaire et lui ai dit que je resterais à plein temps dans mon ancien appartement, et j'ai payé 3 mois d'avance. Cet appartement est soudainement devenu mon chez-moi.
Et puis le vrai rebondissement est arrivé. Une des enseignantes de l'école, Mademoiselle Darby, en 4e année, une femme adorable, est venue me voir un jour et m'a demandé si tout allait bien. J'ai dit, pourquoi demandez-vous ça? Elle m'a pris à part et m'a dit, René a posté quelque chose de bizarre sur Facebook, un long message sur le fait que tu as abandonné ta femme à Thanksgiving, disant que tu es parti sans raison. Elle dit du mal de toi au salon de coiffure où travaille ma sœur. Ça m'a énervé. Elle déformait déjà l'histoire. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert un compte Facebook anonyme et j'ai vérifié sa page. Bien sûr, c'était là, une photo d'elle et de sa famille autour de la table de Thanksgiving. Aucune mention du garage, aucune mention du fait que j'avais été mis à la porte. Juste, tellement reconnaissante pour la famille cette année. Les commentaires étaient pleins de ses amis disant à quel point elle était forte, à quel point je devais être terrible pour être parti. Elle a répondu à l'un d'eux, il est distant depuis des mois. Je ne pense même plus qu'il m'aime. Elle préparait déjà son histoire pour le tribunal des affaires familiales. Alors j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai engagé un détective privé. Je sais ce que vous pensez, c'est excessif. Mais quelque chose clochait, la façon dont elle m'avait si facilement écarté, la façon dont sa famille était si sûre d'elle en m'excluant. J'avais l'impression d'être la dernière personne à réaliser que quelque chose se tramait dans mon dos. Et j'avais raison. Une semaine plus tard, j'ai reçu le rapport. Elle voyait quelqu'un. Pas récemment, depuis plus d'1 an. Ce n'était pas seulement émotionnel, il y avait des reçus d'hôtel, des photos, un téléphone prépayé, tout le bazar. Et voici le pompon, c'était Todd. Oui, ce Todd, le mari de Monica, celui qui avait pris ma voiture à Thanksgiving, le même type qui avait dit « la vraie famille mange à table ». Il s'est avéré qu'il mangeait plus que de la dinde ce soir-là. J'ai lu le rapport du détective privé 2 fois. Je ne pouvais pas y croire, chaque détail dégoûtant exposé noir sur blanc des reçus d'un motel juste à l'extérieur de la ville, des relevés téléphoniques, des photos, même des messages textes que le détective avait récupérés en utilisant un logiciel dont je ne voulais pas connaître les détails. Elle couchait avec Todd, le mari de sa sœur, depuis plus d'1 an. Cela expliquait tout, pourquoi sa famille me traitait comme une blague, pourquoi René se fichait que je parte, pourquoi Todd se sentait assez à l'aise pour prendre ma foutue voiture comme si c'était la sienne. J'étais assis là, dans mon appartement vide, tenant le dossier entre mes mains, et j'ai ri non pas parce que c'était drôle, mais parce que j'avais enfin une vue d'ensemble. Je n'avais jamais fait partie de cette famille, j'étais juste l'idiot qui cuisinait pendant qu'ils riaient tous dans mon dos. Mais maintenant, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Et puis, juste au moment où je pensais que l'histoire ne pouvait pas devenir plus tordue, elle l'est devenue. J'ai appelé le détective et lui ai demandé s'il s'était renseigné sur Monica, la femme de Todd. Il a dit, non, mais je peux le faire. J'ai dit, faites-le. 2 jours plus tard, j'ai reçu un autre dossier. Il s'est avéré que Monica était au courant depuis des mois. Mais elle ne confrontait ni René ni Todd, elle s'en servait. Elle avait déjà consulté un avocat spécialisé en divorce. Elle avait aussi des copies des textos. Elle avait une déclaration sous serment d'amis qui avait vu René et Todd ensemble en public. Elle se préparait tranquillement à plumer Todd. Elle n'en avait juste parlé à personne encore, pas même à René. Le détective a dit que Monica jouait un jeu à plus long terme, attendant la fin des vacances pour déposer sa demande afin de pouvoir piéger Todd au dépourvu quand il serait financièrement vulnérable. Je n'avais pas pitié d'elle. Elle était restée là à regarder sa famille m'humilier. Elle m'avait laissé m'asseoir dans ce garage et manger seule. Elle avait ri avec les autres. Mais maintenant, soudainement, elle était la victime. Non. Je n'allais pas la laisser être la seule à s'en tirer avec un plan. Alors je l'ai appelée. C'était un samedi matin. Elle a décroché, l'air ensommeillé. Monica à l'appareil, dit-elle, comme si elle répondait à un appel professionnel. J'ai dit, nous devons parler de votre mari et de ma femme. Il y eut un silence. Puis, Allan ? Oui, je sais. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, où voulez-vous qu'on se rencontre ? Nous nous sommes rencontrés sur le parking d'un Sears fermé dans un vieux centre commercial, pas de caméra, pas d'oreilles indiscrètes de café, juste 2 chaises pliantes et un sac de restauration rapide que j'avais apporté pour que ça paraisse décontracté. J'ai tout déballé, ce que je savais, ce que j'avais vu. Elle n'était pas choquée, même pas contrariée, juste en colère, pas contre moi, même pas vraiment contre Todd. Elle était furieuse que René l'ait devancée.
Elle a dit, je pensais que c'était moi qui m'étais fait avoir. Je lui ai dit que nous nous étions fait avoir tous les deux, mais que nous pouvions tous les deux en tirer quelque chose. Nous avons conclu un accord ce jour-là. Je lui donnerais ma copie des preuves si elle me donnait la sienne. Nous déposerions tous les deux notre demande en même temps, les prenant par surprise, la même semaine, dans des comtés différents. Je la tiendrais au courant, elle me tiendrait au courant. Pas d'avertissement, pas d'atterrissage en douceur. Nous les piégerions ensemble. Pour la première fois depuis plus d'1 an, j'ai ressenti quelque chose comme du pouvoir. Mais alors le plus grand rebondissement est arrivé. 2 jours après notre rencontre, Renée s'est présentée à mon ancien appartement sans prévenir. Elle a frappé comme si elle avait tout à fait le droit d'être là. J'ai entrouvert la porte. Elle avait l'air fatiguée, pâle. Elle avait des cernes sous les yeux et ses cheveux étaient en désordre. « J'ai besoin de te parler, dit-elle. S'il te plaît. » Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé, d'un ton neutre. Elle n'a pas perdu de temps. « Je suis enceinte. » Je n'ai rien dit. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardée fixement. Elle s'est mordue la lèvre et a gardé les yeux baissés. Je sais que le moment est mal choisi. Je sais que j'ai tout gâché. Mais j'ai besoin que tu m'écoutes. C'est le tien. Ma poitrine s'est serrée. J'ai dit, tu es sûr? Elle a hoché la tête. Je n'ai pas été avec Todd depuis quelques mois, pas comme ça. Je ne l'ai découvert que la semaine dernière. J'allais te le dire avant Thanksgiving, mais tout est parti en vrille. Je ne la croyais pas, pas complètement. Mais même si c'était le mien, ça n'effaçait rien. Je lui ai demandé, est-ce que Todd est au courant? Elle a secoué la tête rapidement. Dieu non. Et il ne doit pas l'être. S'il te plaît. Je ne veux rien de lui. Je ne veux même pas de lui dans ma vie. J'ai failli rire. Tu l'as choisi, ai-je dit. Tu l'as choisi plutôt que moi. Tu m'as laissé m'asseoir dans un garage pendant que tu jouais à la petite maison avec le mari de ta sœur. Et maintenant tu veux quoi? Ma sympathie? Les larmes ont commencé à couler sur son visage. J'ai fait une erreur, d'accord? Une énorme erreur. Je me suis laissé entraîner dans quelque chose. Mais ce bébé, c'est réel. Je veux arranger les choses. S'il te plaît. On peut recommencer. J'ai secoué la tête. Tu n'es pas venu pour arranger les choses, ai-je dit. Tu es venu parce que tu as peur. Tu penses que ce bébé va tout arranger. Puis je suis rentré et j'ai claqué la porte à son nez. Elle est restée là pendant un long moment. Puis elle est partie. Et j'ai su, à ce moment précis, que je la tenais exactement où je voulais. Après que Renée soit partie cette nuit-là, je me suis assis dans mon vieux fauteuil et j'ai fixé le mur pendant un long moment. Enceinte. Je ne savais pas si elle disait la vérité, et honnêtement, je m'en fichais parce que ce bébé ne changerait rien à ce qu'elle avait fait. Le fait qu'elle ait peur maintenant ne signifiait pas qu'elle était désolée, elle essayait juste de limiter les dégâts avant qu'ils ne l'engloutissent. Mais je n'avais aucune intention de la laisser s'en tirer. Elle avait fait son lit avec le mari de sa sœur, et maintenant elle allait s'y coucher. Le premier domino est tombé 2 semaines plus tard. Monica a demandé le divorce. Son avocat a lâché la bombe à Todd un mardi matin alors qu'il était au travail. Les papiers comprenaient toutes les preuves, textos, photos, factures d'hôtel. Elle a invoqué l'adultère et la violence psychologique comme motif. Elle demandait la garde exclusive de leurs enfants, une pension alimentaire et la maison. Todd a appelé Renée en panique. Elle s'est présentée à mon appartement cette nuit-là, tambourinant à la porte. Tu lui as donné les photos. Tu as tout gâché. J'ai ouvert la porte juste assez longtemps pour dire, je suis au courant pour la grossesse. Je suis au courant pour Todd. Et je sais que le bébé n'est peut-être pas le mien. Elle est devenue blême. Tu le lui as dit, demanda-t-elle, la voix tremblante. Non, mais je le ferai si tu continues à te pointer à ma porte. Je la lui ai de nouveau claqué au nez. Ensuite, j'ai demandé le divorce. Mon avocat a parfaitement synchronisé les choses, les papiers ont été signifiés le même jour où Todd a été frappé par une ordonnance de gel de la garde de ses enfants. Renée était abasourdie. Elle avait cru que j'envisageais encore une réconciliation, elle avait même dit à sa mère que nous étions en train d'arranger les choses. La vérité a éclaté rapidement. Patty, sa mère, m'a appelé en hurlant.
Elle a dit que je brisais la famille et que je faisais honte à sa fille. Je lui ai envoyé un texto avec une seule photo, René et Todd se tenant la main sur le parking du motel. Elle ne m'a plus jamais contacté. Les retombées ont été rapides et désordonnées. René est retourné vivre chez ses parents après que Monica l'ait expulsé de la maison d'amis qu'il lui louait. Todd s'est fait virer de son travail quand son patron, le cousin de Monica, a découvert ce qu'il avait fait. Monica a tout pris, la maison, les économies, même le chien de la famille. René a essayé de maintenir le mensonge selon lequel le bébé était le mien, mais je n'allais pas jouer le jeu. J'ai exigé un test de paternité avant la finalisation du divorce. Elle a d'abord résisté. Elle a pleuré, elle a supplié, elle m'a dit que je l'humiliais. Je lui ai dit, bien. Quand les résultats sont arrivés, c'était exactement ce à quoi je m'attendais, le bébé n'était pas le mien. C'était celui de Todd. Cela l'a brisé. Elle m'a envoyé de longs messages sur la façon dont elle avait fait une erreur, comment elle pensait que Todd quitterait Monica et recommencerait avec elle, comment elle avait été manipulée, comment elle n'avait jamais cessé de m'aimer. Je n'ai pas répondu. Elle m'avait utilisé, manqué de respect, humilié dans ma propre maison. Et pourquoi? Un homme qui l'a laissé tomber à la seconde où sa vie est devenue difficile. Je suis resté silencieux pendant tout ce temps, je l'ai laissé sombrer, je l'ai laissé affronter les regards des voisins, l'indifférence de son groupe d'église, les chuchotements dans son dos au salon de coiffure. Tout le monde savait. Tout le monde. Mais ma vengeance n'était pas terminée. J'avais une dernière carte à jouer. René avait souscrit une carte de crédit conjointe à nos deux noms il y a 2 ans. Elle l'utilisait pour des affaires ménagères. Techniquement, nous étions tous les deux dessus, mais j'étais le titulaire principal, et elle avait accumulé quelques milliers de dollars dessus depuis la séparation, supposant que je paierais la note lors du divorce. J'ai annulé la carte. Ensuite, j'ai soumis toutes les dépenses à mon avocat et au tribunal. Il s'est avéré que la moitié des achats avaient été effectués après notre séparation. Cela les rendait donc à elle seule. Le juge a été d'accord. Elle a été condamnée à tout rembourser. Elle a de nouveau pleuré au tribunal, a dit au juge qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Le juge s'en fichait. Monica et moi sommes restés en contact pas de façon romantique, nous n'avons jamais été comme ça, mais il y avait ce sentiment étrange de survie mutuelle, 2 personnes qui avaient été brûlées par le même feu. Nous avons pris un café quelques fois, partagé des nouvelles, ri. Finalement, elle a dit, j'ai toujours pensé que tu n'étais que le type discret. Je ne savais pas que tu avais ça en toi. J'ai dit, moi non plus, jusqu'à ce qu'il me pousse à bout. Cela fait 6 mois maintenant. René a accouché le mois dernier. Todd n'était pas là. Il vit dans un studio dans une autre ville, paie une pension alimentaire à 2 femmes et conduit pour Uber à côté. René vit de nouveau chez sa mère, pas de travail, pas d'amis, juste des regrets. Elle m'envoie encore des textos parfois. Je ne la bloque pas. Je veux qu'elle me voie lire les messages et ne jamais répondre. Je vis toujours dans l'ancien appartement. Il est petit mais paisible. Je l'ai un peu arrangé, nouvelle peinture, nouveau sol. Je me suis acheté une nouvelle voiture pas luxueuse, mais la mienne, payée comptant. Et chaque Thanksgiving maintenant, je fais la même chose, je cuisine le dîner pour moi-même, à ma propre table, avec une chaise qui n'est pas dans le garage, et une paix qui n'a pas été payée par le silence. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, le respect. Et maintenant je l'ai. Seul, mais entier. C'est mieux que d'être avec des gens qui me voyaient comme inférieur. Le garage a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée.